dans le dernier numéro qui est celui de mars, vous avez l'éditorial de Serge Alimi en première page qui rappelle, qui s'indigne contre l'acharnement européen, des institutions européennes contre la Grèce, à qui la Commission européenne refuse d'envisager de diminuer la dette. L'Association pour la taxation des transactions et l'action citoyenne, une association qui existe depuis 1998 et composée d'un conseil scientifique qui rassemble des universitaires, pour la plupart économistes, et dont l'activité pour les groupes militants comme le nôtre à Montpellier consiste à essayer d'organiser des débats, des projections, pour essayer de diffuser un discours un peu alternatif au matraquage idéologique et médiatique selon lequel on est condamné à servir les intérêts de la sainte finance. Attac s'est beaucoup engagé dans une campagne de défense du peuple grec et du gouvernement grec à l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras, quand il essayait de résister aux diktats de la Commission européenne. Et avec cette campagne, en fait, dans Attac, on a eu la surprise de voir surgir en Europe des thèmes qu'on était habitués à développer sur ce qu'on appelait le tiers-monde, c'est-à-dire l'appauvrissement d'un peuple, l'étranglement d'un peuple par les politiques d'ajustement structurel, du FMI, de la Banque mondiale. Et donc ces questions-là, auxquelles on était très habitués concernant le tiers-monde, concernant les pays africains, les pays d'Amérique du Sud, on a vu ces questions-là surgir au sein même de l'Europe, ce qui a fait la démonstration de l'impasse de l'orientation idéologique de la construction européenne qui tremble vraiment ce peuple grec, confronté à une dette qui est vraiment dans une spirale absolument infernale, qui est vraiment dans une boule de neige, où on demande constamment aux Grecs de faire des efforts, de se serrer la ceinture, de toucher moins, de plus avoir d'emploi, pour ceux qui en ont d'avoir moins de salaire, moins de retraite, de renoncer à toujours plus, pour pouvoir obtenir des prêts qui servent à rembourser des prêts précédents, avec des taux d'intérêt qui grimpent, avec un effet de boule de neige qui est complètement infernal. Les membres du conseil scientifique d'Attac se sont beaucoup impliqués dans les travaux de l'audit citoyen de la dette grecque, qui aboutit à la publication d'un rapport qui explique les mécanismes qui ont abouti au niveau de la dette en Grèce, qui explique pourquoi, à plus d'un titre, on peut considérer cette dette comme illégitime, voire, pour une partie en tout cas, comme odieuse. C'est extrêmement important de continuer à dénoncer ce que font subir des dirigeants européens au peuple d'un pays membre. Je suis chargé, au nom du collectif montpelliérain de solidarité avec le peuple grec, de placer cette conférence dans le cadre de l'ensemble de nos activités. 2100 € ont été versés à l'association grecque Kos Solidarity, 415 € à la Maison des femmes contre la dette et l'austérité de Thessalonique, nous ne faisons que commencer, et 3800 € à la coopérative Viomé de Thessalonique. La commande nouvelle que nous ferons dans les 48 heures arrondira cette somme à 5 000 € pour la coopérative, 3 400 € pour des artistes et techniciens grecs. Le collectif dépassera largement les 10 000 € envoyés aux associations et collectifs grecs qui décident sur place de leur utilisation dans leur économie locale solidaire. La conférence de ce soir s'inscrit dans une perspective plus large que les précédentes pour tenter de situer la Grèce et son actualité dans un contexte historique et géopolitique. Notre collectif remercie chaleureusement Olivier Delorme d'avoir accepté notre invitation. Son étude de la Grèce et les Balkans, du 5e siècle à nos jours, en 3 tomes, que vous pourrez faire dédicacer tout à l'heure, est indispensable à tous ceux qui cherchent à expliquer l'extraordinaire capacité de résistance à l'oppression de ce peuple. Nous l'avons présenté comme un écrivain, agrégé d'histoire, ancien maître de conférence à Sciences Po. Mais nous aurions dû plus simplement le qualifier d'amoureux raisonné de la Grèce. Merci à vous de m'inviter, merci à vous tous d'être là si nombreux. C'est toujours pour moi un plaisir de parler de la Grèce, même si depuis quelques années c'est aussi un crève-cœur. Je vais essayer de vous présenter en bon historien mon propos en trois parties.
D'abord, je vais essayer de balayer un petit peu le temps long, puisque c'est un petit peu ça aussi, un petit peu pour ça aussi que vous m'avez fait venir, c'est-à-dire de montrer comment les échanges entre l'Europe occidentale et la Grèce n'ont jamais cessé, et en même temps comment les malentendus entre l'Europe occidentale et la Grèce n'ont jamais cessé. Dans un deuxième temps, je vous présenterai ce qui forme pour moi les ambiguïtés de l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne. Et puis, dans un troisième temps, on verra les questions géopolitiques. Il y a toujours eu, avant même l'Empire ottoman, il y a toujours eu des rapports entre le monde grec et l'Europe occidentale. La Renaissance occidentale tient beaucoup aux lettrés byzantins qui arrivent en Italie et en Europe occidentale en général, au XVIe siècle, poussés par la poussée turque et par la chute de Constantinople. Les grandes bibliothèques byzantines qui arrivent avec ces lettrés byzantins vont être pour beaucoup dans la redécouverte par nos humanistes des lettres grecques de l'Antiquité, et un personnage aussi fondamental qu'Erasme pour la culture occidentale apprend le grec et apprend à lire les auteurs de l'Antiquité à Venise avec des lettrés byzantins qui sont autour de Aldémanus, qui va être le premier éditeur occidental des grands textes de l'Antiquité. Dans l'autre sens, et ce dialogue continue tout au long de l'époque moderne et classique. Dans l'autre sens, le soulèvement grec de 1821 était étroitement lié au mouvement des Lumières et à la Révolution française. La guerre d'indépendance grecque est en même temps qu'une guerre d'indépendance, une révolution. Et ses sources idéologiques, la souveraineté populaire, la recherche d'un gouvernement du peuple par le peuple, sont directement venus de la Révolution française, à travers notamment les marchands grecs auxquels les Turcs ont abandonné l'activité commerciale conçue comme dégradante ou trop risquée dans l'Empire ottoman, en l'abandonnant aux chrétiens, arméniens et grecs essentiellement, ce qui fait que ces Grecs qui vont servir de passage entre l'Empire ottoman et l'Europe occidentale vont arriver à Marseille, à Trieste, à Venise, à Gênes, avec des marchandises de l'Empire ottoman dans leur cale, et ils vont repartir avec Diderot, Voltaire, Montesquieu, qu'ils vont sur place traduire, diffuser dans les Balkans. Dans les Balkans, pas qu'en Grèce, hein, c'est-à-dire que ce livre porte sur la Grèce et les Balkans, c'est-à-dire que les communautés grecques qui sont à l'époque installées un peu partout dans les Balkans vont permettre à ces idées de diffuser aussi bien en Roumanie qu'en Bulgarie, aussi bien dans la Roumanie actuelle que dans la Bulgarie actuelle, que dans la Serbie actuelle. Je raconte toujours, quand je parle de ça, du premier journal serbe qui est imprimé sur des presses grecques importées de Vienne. Donc vous voyez que cette Europe dont on nous parle aujourd'hui, quand on veut la confondre avec ce qu'est devenu l'Union européenne, il y a là une vraie Europe, c'est-à-dire une Europe de la culture et de la circulation des idées dans laquelle cette Grèce a eu une part tout à fait importante, aussi bien à l'origine de la Renaissance que pour la diffusion des Lumières dans cette Europe orientale. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister dans cette première partie, c'est sur la permanence des malentendus. Le grec est très vite caractérisé par ce que les Grecs appellent des latins, c'est-à-dire des gens qui viennent d'Europe occidentale, comme fourbes, voleurs, efféminés par le luxe, et dans le sens inverse,
les Grecs voient volontiers les Latins comme des brutes, intéressés, cupides, intéressés surtout par l'argent, et brutaux. Donc il y a cette double image qui naît des Byzances, et pour des raisons complexes sur lesquelles je peux parvenir ici, mais qu'on retrouve tout au long des rapports entre la Grèce et l'Europe occidentale. On la retrouve tellement que au XIXe siècle, un Edmond About va écrire dans un livre « Il n'y a qu'une chose que les Grecs n'ont pas volée, c'est leur réputation ». Berlotti parle de la grécaille, qu'on applique à l'autre, en partie par ignorance ou par refus de rentrer dans son monde, dans ses logiques, de comprendre sa culture. On lui attribue des vertus, ou plutôt des tares natives. Ce que je viens de vous raconter fait que l'historien que je suis n'a pas été si surpris que ça de voir depuis la Grèce, depuis le début de la crise, voir réapparaître ces stéréotypes qui sont très proches du racisme, du grec, voilà, voleur, menteur, fainéant, profiteur. Si vous voulez, vous avez cette espèce à la fois de dialogue permanent et de malentendu permanent. On va avoir des intellectuels à la Renaissance, par exemple, qui vont dire notre ennemi est le turc, mais le schismatique grec est pire que le turc. La deuxième période importante sur ces malentendus gréco-occidentaux, je ne veux pas dire gréco-européens, parce que la Grèce appartient à l'Europe. Dieu sait, c'est elle qui a inventé au moins le mot. Notre Europe, qui se voit comme la seule Europe, est en réalité une Europe hémiplégique. C'est-à-dire une Europe qui voit la seule Europe possible comme étant une Europe occidentale avec les valeurs, les habitudes de vie, les modes de vie, les rapports à l'argent, au temps, etc., qui font le fondement de l'Europe occidentale. Et du fait de la coupure de l'Empire ottoman à partir du XVe siècle, mais c'est déjà du temps, en réalité, du temps de l'Empire byzantin, et si on veut remonter, en réalité, c'est au moment où on partage l'Empire romain entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident que se fait cette grande coupure des deux Europes. Cette Europe occidentale est incapable de regarder son Orient autrement qu'avec condescendance, voire mépris. Et donc il y a là une vraie question qui nous interroge, nous, occidentaux, sur la manière dont nous avons élaboré ce concept d'Europe. Alors, le deuxième moment sur lequel je voudrais revenir, c'est le moment de l'indépendance. Les Grecs se soulèvent en 1821 pour obtenir leur indépendance et pour obtenir un gouvernement du peuple par le peuple. Ils mènent une guerre longue et meurtrière, l'Empire ottoman, et ils ne gagnent cette guerre d'indépendance que parce qu'à un moment, les puissances occidentales interviennent aux côtés des Grecs contre l'Empire ottoman. Mais cette intervention a une contrepartie, c'est qu'en réalité, l'indépendance grecque va être une indépendance tronquée, va être une indépendance sous tutelle. C'est-à-dire que les Grecs qui se sont révoltés pour obtenir le gouvernement du peuple par le peuple vont se retrouver avec un roi absolu bavarois et catholique. Et au bout d'un moment, avec un roi danois et protestant. Donc, germano-danois et protestant. Et donc, si vous voulez, il y a là un deuxième nœud pour comprendre le rapport de l'Europe de la Grèce à l'Europe et de l'Europe à la Grèce, c'est qu'en réalité, cette guerre d'indépendance n'aboutit qu'à une indépendance, qu'à une souveraineté limitée. C'est-à-dire que les gouvernements grecs ne seront jamais libres de leur mouvement. Arrivant au bout de l'écriture de ces 3 volumes,
je me suis dit, mais combien de temps finalement, en un peu plus d'un siècle, l'indépendance grecque c'est 1832, 30-32, puis ce moment-là, combien de temps les Grecs ont pu avoir l'impression que l'État grec était l'État des Grecs? J'arrive difficilement à 50 ans. Donc pour tout ça, pour vous dire que la tutelle qui s'est installée depuis 8 ans sur la Grèce n'est pas plus nouvelle que ne sont nouveaux les stéréotypes qui servent aujourd'hui, ou qui ont servi depuis 8 ans à stigmatiser les Grecs. Donc l'État grec naît en partie illégitime, il naît également endetté. Parce que la première aide que les Occidentaux donnent aux Grecs révoltés, c'est le droit de s'endetter pour acheter des armes. Donc, quand l'État grec naît en 1830-32, il naît avec une dette de l'ordre, on calcule aujourd'hui, de l'ordre de 180% du PIB, c'est-à-dire à peu près de l'ordre de ce qu'est la dette aujourd'hui. Que cette dette n'est éteinte qu'à la fin du XIXe siècle, et qu'entre-temps se sont reconstituées d'autres dettes. Deuxième chose que je voudrais dire sur ces malentendus, c'est que les élites grecques ne sont pas grecques. Qu'il dit, c'est un philosophe marxiste des années 60, qui s'appelle Poulantzas, grec, et qui explique comment la bourgeoisie grecque n'a jamais été une bourgeoisie nationale. Nous avons en France une bourgeoisie nationale, une bourgeoisie qui a, au moment de la révolution industrielle, investi dans le développement industriel de la nation. La bourgeoisie grecque, et les armateurs en sont si j'ose dire, le fleuron, la bourgeoisie grecque ne s'est toujours vue et n'a toujours agi que comme une courroie de transmission entre le peuple et un étranger dominant. C'est-à-dire qu'elle s'est toujours trouvée dans une situation de courroie de transmission de quelque chose qui venait de l'extérieur vers l'intérieur. Et elle s'est toujours investie, financièrement parlant, dans des activités qui ne sont pas des activités productives, mais qui sont des activités de relation avec l'extérieur. Le commerce, l'armement maritime, etc., etc. Ce qui explique la faiblesse historique de l'appareil productif grec, dont la Grèce souffre encore aujourd'hui. Et si vous regardez les élites qui gouvernent la Grèce depuis ce que les Grecs appellent la métapolitepsis, c'est-à-dire la chute de la dictature en 1974, vous vous rendez compte que la plupart de ces élites ne sont grecques qu'en partie. C'est-à-dire, j'ai été surpris un jour où un copain grec m'a dit « Mais Yorgos Papandréou, il parle pas grec, il parle anglais traduit en grec. » C'est-à-dire qu'il pense anglais, il parle selon les structures de la langue anglaise avec des mots grecs. Et des gens aujourd'hui comme Statakis ou Tsakalotos de Syriza sont exactement dans le même cas. Et quand Tsipras fait son remaniement ministériel au début de l'année, il va chercher un homme qui s'appelle Papadimitriou avec sa femme, lui prend l'économie, sa femme prend l'emploi. Les deux ont vécu aux États-Unis pendant toute leur carrière. Et ils viennent directement du Levis Institute de New York avec des fonctions au Sénat américain, etc., etc. Donc si vous voulez, vous avez ça qui se reproduit régulièrement en Grèce. Alors, passons au deuxième point, les ambiguïtés de l'intégration européenne. La Grèce est un carrefour stratégique, ça lui a valu beaucoup de déboires. Méditerranée orientale, Méditerranée occidentale, et puis d'un autre côté, monde méditerranéen, Balkans slaves. Ce qui fait que cette position stratégique lui a toujours valu un intérêt très lourd à porter des grandes puissances. Alors au XIXe siècle, c'est l'Angleterre et accessoirement la France. Au XXe siècle, enfin, l'Angleterre jusque dans les années
immédiate après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, c'est les États-Unis et la Russie. Ça vaut à ce pays des ingérences permanentes. Je ne vais pas vous en faire ici la liste, mais on en finirait guère. Il faut voir qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est le seul pays d'Europe orientale qui appartient au bloc occidental. Donc il est, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Et ça lui vaut une situation de régime autoritaire ou de dictature avec la non-nécessité de construire un État social comme on le construit à la même époque partout en Europe occidentale. Pourquoi est-ce qu'on construit l'État social en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'on a peur de la contagion communiste. Ce que certains ont appelé le réformisme de la trouille. En Grèce, il n'y a pas besoin de ça, puisqu'il y a une dictature. Donc du coup, on ne construit pas l'État social. On construira l'État social, et c'est une des raisons de la construction de la dette aussi, on construira l'État social après 1974, c'est-à-dire après le retour à la démocratie, puis après l'arrivée du PASOK au pouvoir en 1981, mais dans une période qui n'est pas, comme on l'a fait en Europe occidentale, la période des 30 glorieuses, qui est la période des 30 piteuses, c'est-à-dire le moment où le monde est en crise énergétique, etc., etc. Donc l'État social que nous avons construit, nous, dans une période de prospérité, les Grecs le construisent à cause des questions politiques propres à la Grèce, avec 40 ans de retard, et dans une période de contraction de l'économie mondiale. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'État social grec a coûté cher, et pour lesquelles on l'a financé en partie sur la dette. Parce qu'on ne l'avait pas construit à l'époque des 30 Glorieuses. Dans ce contexte-là, l'adhésion de la Grèce à ce qui n'est pas encore l'Union européenne, ce qui est la communauté économique européenne, se fait en deux temps. 1961, c'est l'accord d'association. C'est le premier accord d'association que signe la CE. Puis 1979, l'accord d'intégration dans la communauté économique européenne. Il faut dire là-dessus que cette intégration a été avant tout la volonté politique d'un homme qui s'appelle Constantin Karamanlis, qui était Premier ministre dans le régime de monarchie autoritaire dans les années 60, qui part en exil à Paris en 65 pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas parvenir ici, et qui revient après la dictature en 74 et qui va négocier dans un deuxième temps l'accord d'intégration à la communauté européenne. Cette intégration, elle se fait dans un temps record. Elle se fait alors que le Portugal, l'Espagne et la Grèce basculent presque dans le même moment de la dictature vers la démocratie. La Grèce rentre dans la communauté européenne bien avant l'Espagne et le Portugal. En gros, parce que son poids économique fait que ça pose moins de problèmes que l'intégration de l'Espagne, qui en pose notamment aux fruiticulteurs, aux vignobles. Vous savez de quoi il retourne ici. Alors, pourquoi Karamanlis veut-il cette association puis cette adhésion? Il la veut parce qu'il cherche deux choses. D'une part, la normalisation de la vie politique de son pays, c'est-à-dire la sortie d'un cycle particulièrement catastrophique qui s'étend en Grèce de 1912 à 1974, dans lequel on enchaîne des catastrophes catastrophes démocratiques, intérieures et extérieures, sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir ici, mais donc c'est en quelque sorte une stabilisation intérieure. L'idée, en entrant dans le club européen, on évite le risque de retour au passé. On évite le risque des coups d'État, des dictatures, des guerres civiles, etc.
et on s'ancre dans le camp des démocraties respectables. La deuxième chose qu'il y a chez Karamanlis, c'est l'idée de desserrer un petit peu l'étreinte de l'ami américain qui s'est fait extrêmement étouffante après la guerre civile. Et donc de chercher un contrepoids dans l'Europe à cette amitié, américaine, ou à ce protectorat américain. Aujourd'hui, la Grèce n'est pas loin d'être un protectorat allemand. À l'époque, elle était un protectorat américain. Aucun gouvernement ne prenait de décision sans consulter l'ambassadeur des États-Unis, comme aujourd'hui, aucun gouvernement grec ne prend de décision sans consulter les représentants de la Troïka. Donc il y a ce souci-là, chercher un contrepoids à l'influence américaine. Comment le pays prend ça à l'époque? Le sondage de l'époque donne une légère majorité contre l'adhésion à la communauté européenne. En 79, 80, 81. Légère majorité contre, et le pays est très divisé, comme il l'est en réalité contre lui-même depuis l'indépendance, avec des phases de guerre civile larvée et de guerre civile ouverte. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la normalisation du pays, son entrée sans retour dans le club des démocraties occidentales, etc. Pour les autres, et notamment pour la gauche de l'époque, c'est la dernière victoire des vainqueurs de la guerre civile de 47-49 qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et qui a été particulièrement meurtrière. Faut-il rappeler que le PASOK de l'époque, donc le Parti socialiste, est fondamentalement fait la campagne de 81 où il arrive au pouvoir. Il promet la sortie de la communauté européenne et la sortie, à peine signée, et la sortie de l'OTAN. Papandréou à l'époque, Andreas, n'a rien d'un social-démocrate. Le PASOK de l'époque n'est même pas à l'internationale socialiste. Il est observateur à l'internationale socialiste, mais il est perçu comme un parti extrêmement à gauche, ça peut faire rire aujourd'hui, comme un parti extrêmement à gauche, tiers-mondiste, etc., etc. Les années qui suivent, le PASOK va se convertir très vite à la communauté européenne. Il s'y convertit pourquoi? Parce que les fonds structurels à l'époque affluent, et que c'est pour le PASOK un moyen extrêmement efficace de constituer une clientèle électorale dans un pays où la droite règne en réalité depuis les années 20. On parlait tout à l'heure avec Jacques qui me disait, Syriza dit aujourd'hui, quand on est arrivé dans les ministères, il n'y avait personne pour nous être en aide parce que c'était les gens de la vieille partitocratie qui étaient là et donc il a bien fallu composer avec eux. Mais le PASOK est exactement dans la même situation quand il arrive en 81, c'est-à-dire qu'il arrive dans un pays où il n'y a pas eu d'alternance, au pouvoir en réalité depuis la fin des années 20. Et où la droite a régné en maître tout au long de ces années-là. Donc ces fonds européens vont être extrêmement importants pour permettre au PASOK de se maintenir au pouvoir. Alors, ce que le PASOK n'a pas vu, et ce que l'ensemble des Grecs n'a pas vu, c'est que la communauté européenne change de nature profondément, même si en réalité les choses sont là dès le début, mais ce que je dis dans mes 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, les choses sont là dans le début. Mais dans la décennie 86-95, la communauté européenne change profondément de nature. Pourquoi? Parce qu'en 86, vous avez l'acte unique,
En 92, vous avez le traité de Maastricht, et en 95, vous avez l'OMC. C'est-à-dire que de traité de Rome qui mettait une Europe coopérative, dans laquelle il y avait la concurrence non faussée, mais pas la concurrence libre. C'était une Europe coopérative, c'était une Europe qui se protégeait de l'extérieur, c'est-à-dire où il y avait un abaissement des barrières douanières à l'intérieur, mais où il y avait un maintien d'un tarif extérieur commun et du principe qu'on appelait la préférence communautaire. Tout ça tombe entre 86 et 95 du fait de ce que vous disiez tout à l'heure, les traités de libre-échange, l'OMC, la conversion de l'Europe à une Europe anglaise, en réalité, c'est Thatcher qui est victorieuse dans ces années-là et qui impose, alors ça se fait avec une commission Delors, mais Delors est un roi fainéant dans cette commission, c'est le commissaire britannique qui mène le char, c'est Léon Brittan qui est commissaire à la concurrence, puis commissaire au commerce, etc., etc. Et donc, la Grèce, qui est particulièrement mal armée pour cette ouverture, va être prise de plein fouet par ce changement de nature, alors même qu'elle vient d'y entrer. Alors, pourquoi la Grèce est mal armée? Parce que la Grèce est un pays très peu capitalistique. C'est un pays de très petites entreprises, avec un capitalisme très familial, très faible. En 85, 94% des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc si vous voulez, c'est un tissu industriel qui va être balayé par l'ouverture au grand large. Deuxième chose qui fait la difficulté pour la Grèce, c'est de se trouver, après 92, dans une stratégie de convergence des économies qui va aboutir à l'euro, avec un euro qui naît en 2000 avec un taux de change à 0,82 $, et qui est en 2008 à 1,60 $. Jacques Sapir, que j'aime beaucoup, a calculé qu'à l'époque, le taux de change auquel l'économie grecque pouvait résister, c'était un taux de 0,90. Donc si vous voulez, ça veut dire que l'économie grecque, qui a des structures capitalistiques très faibles, se trouve étouffée totalement par un taux de change de l'euro qui est absurde. Qui est absurde d'ailleurs pour toute l'Europe, sauf pour l'Allemagne, mais qui, pour une économie faible comme la Grèce, va conduire à des ravages. La Grèce avait une industrie des engrais, par exemple, elle produisait ses propres engrais. L'industrie des engrais disparaît en 10 ans. Quand la Grèce rentre dans la communauté économique européenne, sa balance agricole est bénéficiaire. Aujourd'hui, on importe des oranges de Tunisie et de l'ail de Chine. Moins cher avec un euro fort d'acheter ça à l'étranger plutôt que de le produire à l'intérieur. Donc si vous voulez, cet euro a eu des effets absolument cataclysmiques sur l'économie grecque en faisant exploser le déficit commercial pour deux raisons. Comme vous avez plus de réajustement des taux de change à l'intérieur de la zone, eh bien, tout simplement, l'huile d'olive grecque, pour aller vite, qui, si on avait encore la drachme et le mark, et que la drachme est baissée et que le mark est augmenté en fonction des trajectoires divergentes des deux économies, devrait se retrouver aujourd'hui 30 à 40% moins cher dans les supermarchés allemands, et donc qui ne se vend pas, ou qui se vend moins que l'huile de Tunisie ou d'ailleurs qui elle bénéficie de monnaie du taux de change, alors que les Mercedes
fait de ce taux de change, se trouve aujourd'hui en Grèce ou se trouvait hier en Grèce 20, 25, 30% moins cher qu'elle n'aurait dû s'y trouver. Et le deuxième effet totalement dévastateur de l'euro, c'est que avec l'euro, les taux d'intérêt se sont alignés sur les taux allemands, et que donc la baisse des taux d'intérêt en Grèce a joué exactement l'effet de la morphine sur un malade. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux Grecs qu'ils pouvaient s'endetter pour rien. C'est cette période des années 80 où les banques, banques grecques d'ailleurs contrôlées pour la plupart par des groupes bancaires allemands et français, beaucoup français, mènent un marketing absolument délirant auprès des clients grecs pour leur dire « Endettez-vous, ça ne vous coûte rien ». Moi j'ai des copains à l'époque qui me disaient « Mais on a des coups de téléphone tous les jours de la banque pour nous pousser à prendre des crédits revolving ou pour prendre des cartes de crédit à achat différé. » On disait aux gens « Mais on en a déjà une, mais prenez-en une deuxième, prenez-en une troisième ». Vous aviez des gens des banques qui étaient à la sortie des caisses des supermarchés et qui proposaient aux gens des trucs pour s'endetter. Ce qui fait que dans ces années-là, alors dans un pays qui ne connaissait pas le crédit, c'est-à-dire qui ne savait pas ce que c'était que le crédit. Les Grecs, jusque dans les années 80, quand ils achètent quelque chose, quand ils ont en liquide, dans la poche, l'argent pour l'acheter. C'est une société traditionnelle, rurale, qui est sortie depuis très peu de temps qui ne sait pas ce que c'est que le crédit. Et donc, pendant une décennie, on va avoir des taux d'augmentation du crédit, courant, tenez-vous bien, de 20 à 30% par an. C'est le taux le plus important après l'Irlande. Donc aujourd'hui, quelle est la situation ? Aujourd'hui, la situation, c'est que la Grèce n'est pas sortie du carcan dans lequel on l'a enfermée avec l'euro en 2000, et qu'aujourd'hui, le taux de change continue à l'étouffer. Pourquoi ? Alors, l'euro a baissé de 1,60 à 1,10. Oui, mais entre-temps, la Grèce a perdu entre 25 et 30% de son PIB. Donc du coup, sa monnaie, si elle avait toujours une monnaie nationale, aurait dû dévaluer d'autant. Donc en réalité, la différence entre le taux de change réel, le taux de change souhaitable pour l'économie grecque, qui permettrait son redémarrage, et le taux de change réel de l'euro, fait que la différence est toujours la même. Que la Grèce se trouve aujourd'hui dans une situation qui est une situation pire que celle de la Grande Dépression des États-Unis après la crise de 29. On a fait passer de la dette privée en dette publique. C'est-à-dire, bon taux, la dette des banques, on l'a transformée en dette aux institutions européennes, garantie par les contribuables européens. Donc ça, c'est clair, c'était fait pour sauver le système bancaire allemand et le système bancaire français qui était gavé de dettes grecques. Non, si vous voulez, le point fondamental, c'est que l'Union européenne est un instrument idéologique du néolibéralisme. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la coopération, l'Europe, c'est du pipeau. L'Europe, c'est les lobbies patronaux, les députés qui font des copier-coller des documents patronaux pour les faire passer dans des directives européennes, etc., etc. Je veux dire, il faut regarder comment ça fonctionne, ce machin, si on veut. Les présupposés idéologiques, c'est la concurrence libre et non faussée, le fait que la compétitivité d'une économie, c'est les coûts salariaux, qu'il ne faut pas dévaluer la monnaie, que la monnaie, c'est l'ordolibéralisme allemand, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a un carcan idéologique qu'on est incapable de remettre en cause. Et donc, dans ce carcan idéologique, il est impossible de faire autre chose que ce qu'on fait. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle avec le FMI. Le FMI dit clairement, ça ne sert à rien.
Les rapports internes au FMI ont dit, premièrement, on a sous-évalué le rapport entre les mesures prises et l'effet sur l'économie. Deuxièmement, il n'y aura pas de redémarrage si on ne coupe pas dans la dette. Troisièmement, etc. Mme Merkel dit non. Et donc le FMI dit, on va quand même rester, mais on va demander des mesures déflationnistes supplémentaires dont on sait qu'elles ne feront qu'aggraver une fois de plus la situation. Il y a une profonde lassitude des gens de se faire insulter en plus de se faire piller. Parce que c'est de ça qu'il faut parler quand même. Quand le port du Pirée, les aéroports les plus rentables sont vendus à une société allemande, que le port du Pirée est vendu pour une bouchée de pain à des Chinois qui ne respectent plus aucun droit du travail et où les gens ne savent même plus la veille s'ils vont avoir du travail le lendemain, où ils sont payés à la tâche, sans plus aucun droit, etc. Alors maintenant, c'est les chemins de fer qui viennent d'être bradés aux Italiens, puis les éoliennes crétoises à EDF, et puis donc si vous voulez, c'est un système à l'heure actuelle de pillage du patrimoine national. Avec en plus des transferts de propriété. On revient à la propriété privée, puisque la Troïka a élargi la condition de saisie des biens immobiliers, de sorte que aujourd'hui, les gens qui ont payé des crédits pendant des années et des années se voient spolier du bien parce qu'à un moment de leur vie, ils ne peuvent plus payer les impôts, payer ceci, cela. L'euro a mis à bas l'économie grecque. Et l'économie grecque ne repartira pas si elle ne se libère pas du carcan de l'euro. Ça, c'est ma conviction profonde, mais c'est pas seulement la mienne. Hein. Des gens comme Sapir, comme Kella, comme plein de Stiglitz, qui dit ceux qui sortiront les premiers s'en porteront le mieux. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte géostratégique. La Grèce se trouve toujours sur une ligne de faille, et une ligne de faille qui, depuis quelques années, devient de plus en plus dangereuse. Cette situation-là a des conséquences, je vais y revenir, sur la situation économique et sur la dette. La Grèce a pour principal voisin la Turquie. Les deux pays appartiennent depuis 1952 à la même alliance militaire, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. De surcroît, la Turquie a été admise depuis 1995 à négocier son adhésion à la communauté européenne devenue Union européenne. Malgré cette situation, la Turquie impose à la Grèce un défi stratégique permanent depuis en réalité 1974, et un défi stratégique qui ne fait ces derniers temps que s'aggraver. Alors, quelles sont les données de ce défi stratégique? Chypre, occupé à 37% depuis 1974, alors à la suite d'une intervention de la junte militaire grecque de l'époque sous commandement américain. Le fait est qu'aujourd'hui la Turquie a pratiqué dans la zone qu'elle contrôle, donc en gros un peu plus du tiers du territoire, alors que les Chypriotes grecs représentent 18% de la population, a pratiqué une épuration ethnique, c'est-à-dire qu'elle a chassé tous les Grecs qui habitaient au nord de la ligne de démarcation, et qu'elle les a installés, contre toutes les conventions internationales qui interdisent de modifier l'équilibre démographique dans un pays occupé, mais ce n'est pas le seul cas dans la région, elle y installe des colons d'Anatolie depuis 1974, si bien qu'aujourd'hui, le nombre des colons est supérieur à celui des Chypriotes turcs. Sans que ça n'ait jamais beaucoup gêné l'Union européenne. Parce que en 1995, les Européens font dépendre l'adhésion de Chypre de l'accord
d'Ankara. Chypre rentre dans l'Union européenne. C'est quand même le seul cas où vous avez un pays candidat qui occupe et colonise un pays membre de l'organisation à laquelle il est candidat. C'est quand même, on n'est quand même pas loin du bureau dans cette affaire. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a jamais mis comme condition réelle, alors je sais bien que ça existe dans les textes, mais elle n'a jamais exercé de pression réelle pour que la question chypriote soit réglée avant de commencer les négociations d'adhésion de la Turquie, ce qui aurait quand même été, excusez-moi, mais la moindre des choses en droit international. La deuxième chose, c'est le conflit sur la mer Égée. Donc conflit sur les eaux territoriales, sur l'espace économique, exclusif, c'est-à-dire au-delà des eaux territoriales, sur l'espace du plateau continental autour des terres habitées sur lesquelles on a des droits économiques exclusifs non partagés. En 1995, la Grande Assemblée nationale turque donne l'autorisation permanente au gouvernement turc de déclarer la guerre à la Grèce si la Grèce porte ses eaux territoriales enneigées de 4 000 à 12 000 en application de la Convention internationale de Montego Bay signée en 1982. C'est-à-dire si la Grèce applique le droit international en mer Égée, la Turquie menace de lui déclarer immédiatement la guerre. Petite précision, la Turquie a, elle, procédé à l'élargissement de ses eaux territoriales de 4 à 12 000 et en Méditerranée et en mer Noire. À tout moment de provoquer un conflit, parce que les provocations turques ne cessent pas, alors ça dépend des moments, ça dépend du contexte, mais violation des eaux territoriales, violation de l'espace aérien, tout ça est survol par la chasse turque d'îles grecques habitées, publication de cartes en Turquie portant le nom turc d'un certain nombre d'îles, où là encore, l'Union européenne n'est jamais intervenue. Qui a réglé la question d'Imia? C'est la médiation américaine, en disant aux Turcs ça suffit. Ni la Commission européenne, ni le Conseil européen, au moment d'Imia, n'ont levé la langue. Il n'y a que le Parlement qui a fait une motion dénonçant la violation des droits souverains de la Grèce. La conséquence de ça, c'est que la Grèce est obligée de maintenir un effort de défense totalement disproportionné par rapport à ses ressources. Le rapport entre la population grecque et la population turque, c'est un rapport de 1 à 6,5. En 2050, ça sera un rapport de 1 à 8. C'était plus parce que ce qu'on voit depuis 2 ans, 3 ans comme effet collatéral, si j'ose dire, des politiques de la Troïka, c'est une émigration massive. Et une émigration massive des plus jeunes et des plus diplômés. Donc ça veut dire que la capacité démographique de la Grèce est en train de s'amenuiser du fait même de ce flux migratoire. Parce que c'est aussi les populations les plus jeunes qui font le plus d'enfants. Donc si les plus jeunes partent, c'est aussi des déficits de naissance pour l'avenir. On a connu ça, nous, avec les classes creuses après la Première Guerre mondiale. Donc les politiques européennes sont en train d'aggraver ce déséquilibre démographique entre la Grèce et la Turquie. Donc je vous disais, 1 à 6,5, pour l'armée, c'est 1 à 3,7. C'est-à-dire qu'en réalité, la Grèce est obligée de faire un effort double. Aujourd'hui encore, j'ai parlé de cette question-là il y a 10 jours, du coup je suis allé voir, parce que je me suis dit, la situation a peut-être changé depuis 2-3 ans avec les coupures de budget. En réalité, je suis allé revoir les statistiques que donne l'OTAN pour les dernières années. Encore aujourd'hui,
et encore sur les 3 dernières années, la Grèce est le pays de l'OTAN qui fait le plus gros effort de défense par rapport à son PIB après les États-Unis. Ce défi stratégique a des conséquences lourdes pour les finances grecques. Les marchés d'armement, Stiglitz a montré ça très bien, que sur le moyen terme, le déficit grec était en gros égal à l'effort d'armement. C'est-à-dire qu'on a choisi de couper dans les budgets de santé, d'éducation, parce qu'on n'a pas voulu régler la question du défi stratégique imposé à la Grèce en mer Égée. Je vous signale d'ailleurs que depuis les années 80, la Grèce a par avance accepté sur l'ensemble de ses dossiers l'arbitrage de la Cour internationale de La Haye. Mais la Turquie refuse d'aller devant la Cour internationale. C'est une cour arbitrale, c'est-à-dire qu'on ne peut y aller que si toutes les parties, sont d'accord. Il y a un épisode que je cite toujours quand je parle de ça, c'est au moment où on négocie le traité de Maastricht, on dit à la Grèce, vous allez adhérer à l'Union de l'Europe occidentale. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'Union de l'Europe occidentale, c'est un truc qui est monté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui prévoit que tous les membres interviennent automatiquement si l'un d'entre eux est attaqué. Et donc la Grèce ne fait pas partie de ce groupement parce qu'elle n'est pas en Europe occidentale. Mais quand on fait Maastricht, on veut faire une Europe de la défense et on dit l'Union de l'Europe occidentale sera le pilier européen de l'OTAN. Et donc du coup, il faut y intégrer la Grèce. Et le Premier ministre de l'époque, Mitsotakis, conservateur, rentre à Athènes en disant « Victoire, désormais nos frontières seront celles de l'Europe. Nous allons pouvoir baisser la garde. » Et quand il vient signer le traité, vous savez ce qu'on a rajouté? On a rajouté un alinéa pour dire que la garantie automatique de défense ne fonctionnerait dans tous les cas, sauf si l'attaque venait d'un autre pays de l'OTAN. Quel autre pays que la Grèce pouvait être concerné par cet alinéa? Aucun. Alors, quelle explication à ça? La Grèce est, sur le moyen terme, le deuxième client de l'industrie d'armement allemande et le troisième client de l'industrie d'armement française. Dernière chose là-dessus, sur la crise des migrants. Que s'est-il passé lors de cette crise des migrants? D'abord, une absence de solidarité évidente de la part des Européens. Il y a eu beaucoup de promesses, très peu d'aide matérielle est arrivée sur le terrain de la part de l'Union européenne et de la part des États européens. Quelle a été la stratégie européenne dans l'affaire? D'abord, de refuser de financer le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui réclamait à corps et à cri des financements exceptionnels pour maintenir les populations syriennes de la Syrie afin qu'elles puissent y rentrer au moment où on aurait trouvé une hypothétique solution politique. Le HCR crie famine, si j'ose dire, pendant des mois et personne ne lui répond. Puis, dans un deuxième temps, Mme Merkel dit qu'ils viennent tous. Ça fera de la main-d'œuvre à bas prix. Et puis, quand la main-d'œuvre à bas prix arrive trop vite, on commence à fermer les frontières. Alors, la Hongrie en premier, puis très vite, l'Autriche coordonne l'affaire, réunit un sommet à Vienne où on n'invite pas les Grecs. Donc, on boucle ce qu'on appelle la route des Balkans. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les migrants qui arrivent en Grèce sont dans une nasse. Il n'y a pas de sortie. Alors, vous allez à Patras, c'est Calais. Patras, c'est Calais. Vous avez autour une friche industrielle avec les migrants qui courent pour essayer de monter dans les bateaux, les policiers qui les chassent. On a fait un camp retranché avec des barbelés autour du port, etc., etc. Et puis la route des Balkans et Bodédo, ils sont dans une nasse. Et puis, dans un troisième temps, Mme Merkel part négocier en solo à Ankara.
Et là est la ligne. 3 milliards, puis 6 milliards, l'argent qu'on n'a pas donné au HCR 6 mois plus tôt et qu'on va donner à Erdogan. On a choisi de ne pas le donner à une organisation internationale des Nations Unies, et cet argent, on va le donner à un chef d'État islamiste, en pleine dérive autoritaire, en pleine dérive mégalomaniaque, dans un pays où on sait très bien que l'AKP, le parti d'Erdogan, est un parti-État de plus en plus qui détourne l'argent soit vers les poches du clan Erdogan, soit vers les poches de l'AKP. Donc voilà le choix que les Européens, même dans le même temps, où on continue à appliquer à la Grèce une politique qui l'étouffe. La chose qui inquiète les Grecs ces temps-ci, c'est qu'est en cours de négociation un accord de défense entre la Turquie et l'Albanie qui prévoirait le déploiement d'une partie de la flotte turque dans les ports albanais. Depuis la chute des régimes communistes, les Grecs ont considéré qu'il n'y avait plus de menace sur leur côte occidentale, et donc si cet accord intervient, ils vont être obligés de redéployer une partie de leurs forces en mer Égée, et donc d'affaiblir la défense de la mer Égée, pour la redéployer face à la menace potentielle de l'autre côté. Dernière chose enfin, cette stratégie européenne, cette absence de stratégie européenne, éloigne la Grèce de son allié potentiel russe. C'est aujourd'hui un partenaire important pour 3 raisons. D'abord parce que c'est un partenaire stratégique possible par rapport à la menace turque. Deuxièmement, c'est un partenaire commercial important pour la Grèce qui n'en a plus tant. C'est le débouché d'une partie de son agriculture pour les produits frais. Et les agriculteurs grecs ont été durement touchés par les sanctions économiques de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Troisièmement, c'est maintenant le deuxième ou troisième contingent de touristes qui vient en Grèce. Pour le relèvement potentiel un jour économique de la Grèce, le passage du tuyau gazier que les Russes veulent construire pour contourner l'Ukraine par le sud, il serait quand même très intéressant pour les Grecs qu'ils passent par le territoire grec, à la fois pour avoir des livraisons de gaz dans un pays qui n'a pas de ressources énergétiques, sauf quelques gisements de lignite, et d'autre part, tout simplement pour les revenus de transit que pourrait provoquer ce gisement. Il y a un blog qui s'appelle L'Arène nue, qui est tenu par une copine qui s'appelle Coralie Delhomme, et qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle La fin de l'Union européenne, avec David Kella, professeur d'économie à l'Université d'Angers, et membre des économistes atterrés. J'ai moi-même écrit qui est là 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe. L'acte d'écriture de ce livre a été très lié à ce qui s'est passé en Grèce. C'est-à-dire que je connais la Grèce depuis 1973, j'y suis allé pour la première fois, les colonels étaient encore là, je n'ai cessé d'aller y retourner ensuite. J'ai vu, si vous voulez, à la fois ce que l'Europe a apporté à la Grèce. Alors, je suis un anti-européen convaincu depuis très longtemps, enfin en tout cas de cette Europe-là, mais il n'est pas contestable que dans un premier temps des années 80-90, les fonds structurels ont permis une profonde transformation du pays. Ce qui explique qu'un certain nombre de Grecs soient encore aujourd'hui attachés à cette Europe, et malgré ce qu'elle leur inflige depuis 8 ans. Que si les Grecs étaient sortis en 2012 avec le potentiel productif qu'ils avaient à l'époque, le rebond de l'économie grecque aurait été plus important, plus vite, qu'il ne serait aujourd'hui, s'il sortait aujourd'hui, parce que plus on attend avec cette politique de déflation, et plus le potentiel productif fond. Donc si vous voulez, ça n'est pas... La question, c'est pas de choisir de sortir ou de pas sortir, c'est que la Grèce ne peut pas vivre avec l'euro. Elle ne peut pas.
Je veux dire, si elle continue à vivre avec l'euro, elle va s'enfoncer toujours plus dans un cycle déflationniste. Donc si vous voulez, on ne sort pas d'un cycle déflationniste en gardant une monnaie qui n'a rien à voir avec les fondamentaux d'une économie. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une économie avec une monnaie qui est surévaluée de 40%. Le passage d'une monnaie allemande à une monnaie grecque avec un pays qui a perdu 30% de son potentiel productif sera un problème. La solidarité des pays européens aujourd'hui, ça serait de dire nous allons aider les Grecs à sortir de l'euro dans de bonnes conditions. C'est-à-dire en permettant d'avoir des réserves de change qui permettent en 6 mois, 8 mois d'atteindre un équilibre sur le marché de la nouvelle drachme, et pendant ce temps-là, de lui garantir les fournitures énergétiques et les fournitures de médicaments. Le problème, c'est pas de passer d'une situation, c'est pas de passer d'une situation idyllique à une situation chaotique. C'est de sortir d'une situation dans laquelle ça va toujours plus mal, avec une phase qui sera une phase difficile et dans laquelle la solidarité européenne, pour une fois, serait d'aider à ce que ça soit le moins chaotique possible, pour repartir sur des bases nouvelles. Donc quand vous allez à l'hôpital de Kos, il faut venir avec vos seringues, vos médicaments, vos draps et votre manger. Alors les gens ne vont plus à l'hôpital de Kos parce qu'ils ne sont pas soignés, et donc ils vont où? Ils vont nulle part, parce que les tarifs de bateaux ont tellement augmenté qu'ils ne peuvent plus aller à Athènes ou à Rhodes se faire soigner, et donc ils y vont au dernier carat. Et au dernier carat, c'est trop tard. Soit on s'enfonce sans arrêt, toujours plus profond, dans une spirale déflationniste. Et je vous signale quand même que la spirale déflationniste, ça finit par quoi? Ça finit par Adolf Hitler au pouvoir en 1933, où on a voulu garder la valeur de la monnaie. L'euro, aujourd'hui, empêche la Grèce de repartir de l'avant. Pour que ses productions intérieures redeviennent rentables par rapport aux importations, pour que son tourisme soit compétitif par rapport à des pays à monnaie faible autour, qui n'arrêtent pas de jouer de la valeur de la monnaie. La Turquie a dévalué de combien depuis un an? De plus de 25%. La Tunisie a dévalué de combien? L'Égypte a dévalué de combien? Donc si vous voulez, cet été, le tourisme grec a tiré son épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes géostratégiques en Turquie, qu'il y avait des attentats en Tunisie et en Égypte. Mais le jour où le tourisme grec se retrouvera avec l'euro en concurrence avec des tourismes à monnaie faible, si ces pays se stabilisent et sortent, je veux dire, il ne fera pas le poids. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos demandes.